Je me suis aussi permis de modifier un tout petit peu le titre de la journée. J'ai substitué, j'ai changé graphique en visuel. Je vais expliquer un petit peu pourquoi au fur et à mesure de cette communication. Et la première chose qui m'intéresse, c'est ce plan du métro, qui est un plan bien connu dessiné par Harry Beck au début des années 1930 et dont la jeunesse fait partie des récits canoniques de l'histoire du design graphique. Pour la première fois, ce plan introduisait une dissociation radicale entre la topographie réelle de Londres et le tracé du métro. Il espaçait les stations de manière régulière, en privilégiant la lisibilité de leur nom sur leur situation par rapport à la rue. Et il nécessite à ce titre d'être lu comme un diagramme plutôt que comme un plan. C'est du moins ce que recommande Ken Garland, auteur d'une biographie de Beck. Harry Beck n'a pas véritablement mis ses compétences au service d'autres villes, excepté une, Paris, pour laquelle il dessine une version soumise à la compagnie du chemin de fer métropolitain, ancêtre de la RATP, à la fin des années 1930, puis une seconde en 1951. Aucune des deux ne sera utilisée et il faudra attendre encore de nombreuses années pour que la RATP produise des diagrammes schématiques de ces réseaux. Quelques années plus tard, en 1955, Guy Debord publie une introduction à une critique de la géographie urbaine dans la revue littéraire belge Les Lèvres nues. Il y donne de manière assez allusive quelques bases de la psychogéographie qu'il appelle de ses vœux, cette étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement affectif des individus. Ça, c'est Debord qui décrit cette discipline. Et au détour d'une phrase, Debord compare la beauté des ports peints par Claude Lorrain au XVIIe siècle avec les plans de métro affichés dans Paris. Alors bien sûr, ce rapprochement, il peut sembler assez étonnant. Si on observe les cartes psychogéographiques, ces cartes qui sont élaborées par les situationnistes dans le but de circonscrire des unités d'ambiance et de représenter les points de passage de l'une à l'autre. Ces cartes sont les traces et le support de la dérive urbaine, pratique revendiquée par les lettristes et les situationnistes dans le Paris des années 1950. L'un des enjeux de la dérive consiste à traverser des unités d'ambiance. Elle est d'ailleurs définie dans le premier bulletin de l'Internationale situationniste en 1958 comme une technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Donc le plan de métro que Debord compare au tableau de Lorrain est bien sûr très différent de celui de Beck. Debord n'a pas encore sous les yeux le diagramme que nous connaissons de nos jours, cette forme visuelle que le design moderne a donnée à nos déplacements urbains, qui privilégie l'efficacité, la rapidité et la concision. Tout semble d'ailleurs opposer ce modèle véhiculaire aux quelques exemples de cartes psychogéographiques situationnistes. Le premier vise à rationaliser les déplacements, à les rendre efficaces, rapides, lisibles. Les secondes tentent à l'inverse à encourager la dérive, la flânerie et la déambulation poétique. Si ces deux propositions visuelles ont des fonctions symétriques, la seconde se présentant comme l'antidote ou le contrepoint, ou la contre-opération de la première, elles sont aussi deux manières de construire, non pas l'espace urbain, mais notre rapport à cet espace. Donc deux manières de nous mettre en situation, de nous situer par les moyens visuels bien connus des designers graphiques, dont le goût pour les cartes n'est pas à démontrer. La différence entre ces deux types de cartes peut bien s'expliquer par la différence entre les espaces qu'elles entendent représenter. Donc espace topologique pour le plan de métro, espace psychologique pour les cartes situationnistes. Elle nous rappelle que les cartes ne sont jamais l'expression objective d'un territoire, mais sont au contraire la matérialisation d'un point de vue toujours situé. Nous nous situons sur la carte, mais elle-même est construite depuis une certaine situation, c'est-à-dire selon un certain but. Son dessin est tributaire de son dessin de Zassoïenne, de sa capacité à nous guider selon certaines intentions. On peut bien évidemment se demander quel dessin a conduit à généraliser l'usage du diagramme dans nos déplacements urbains, plutôt que celui des cartes psychogéographiques ou d'autres modes de représentation. En fait, cette question m'intéresse moins aujourd'hui qu'une autre question qui ne porte pas sur ces deux cartes, que j'ai opposées ici pour introduire un petit peu mon sujet, que je vais à présent du coup laisser de côté. Donc cette autre question à laquelle je fais référence concerne cette fois le rôle même de la carte
dans la connaissance d'un territoire. Comment ces objets visuels que sont les cartes peuvent-ils nous enseigner quelque chose sur le territoire qu'ils offrent au regard ? Comment s'effectue cette opération singulière, la cartographie, qui semble bien consister à construire tout à la fois le territoire et sa représentation. Enfin, le développement récent de la visualisation de données nous offre de nombreux exemples de cartes qui ne sont plus des manières de nous situer uniquement géographiquement, mais qui déplacent leur focale sur des espaces psychologiques, temporels, symboliques, économiques, etc. Donc la cartographie est devenue une métaphore de l'image scientifique, plus précisément de la capacité de l'image à entrer dans la construction de notre connaissance du monde, à nous situer dans ce monde qu'elle nous aide à saisir et sur lequel nous permettent d'agir. C'est cette propriété particulière des images que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. J'aimerais reprendre pour cela cette définition qui est, pour pas être tout à fait hors sujet par rapport à la journée, qui est donnée par Debord au début de son ouvrage, La Société du spectacle, en 1967. Donc il nous dit « Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images ». Dans son récent livre sur les études visuelles, Maxime Boisdy proposait de considérer que cette définition ne se rapportait pas de manière univoque à la notion de spectacle, mais pouvait tout à fait s'étendre à la culture visuelle dans son ensemble. Ce serait donc la culture visuelle elle-même qui serait à considérer comme un rapport social médiatisé par des images. Cette définition des études visuelles, elle est pas surprenante. Elle s'inscrit dans un mouvement commun à plusieurs champs des sciences humaines à la fin du XXe siècle. En premier lieu, donc les études visuelles qui ont postulé à la fin des années 1990 un tournant visuel, annoncé à quelques années d'intervalle par Mitchell, William John Thomas Mitchell et Gottfried Böhm. Ce changement de paradigme consistait bel et bien à regarder les images autrement, de la même manière que les philosophes du tournant linguistique, à la suite de Richard Rorty, avaient libéré le langage quelque part, d'une certaine manière, de sa prétention à saisir une vérité qui lui serait extérieure. Ces auteurs nous expliquaient que l'image échouait à nous dire la réalité du monde, mais en fait trouvait au contraire sa vérité dans une communauté d'interprétation qui en fixait le sens objectif. Donc pour le dire autrement, d'après ces auteurs, l'image est une construction et elle entretient avec la culture un rapport dialectique, dialogique. Elle reflète un état des rapports sociaux qu'elle contribue dans le même temps à faire advenir. Donc ce mouvement que je décris un petit peu trop rapidement ici dans le champ des études visuelles, ce mouvement est à l'œuvre dans les sciences humaines à une échelle plus large. C'est aussi la direction empruntée par la sociologie post-critique, si l'on veut bien suivre sur cette voie le sociologue Éric Masset, qui proposait dans ce sens d'envisager les productions médiatiques comme, je le cite, l'expression provisoirement stabilisée du constructivisme conflictuel des rapports sociaux. Donc Masset, il invite en fait à déplier les productions médiatiques, qu'il appelle aussi des avatars, pour y retrouver à l'œuvre des rapports sociaux qui sont, je cite encore Masset, à la fois des rapports de pouvoir et le site d'un conflit de définition entre acteurs. Donc, en cette fin de XXe siècle, le constructivisme a largement imprégné les sciences sociales, de l'anthropologie à la sociologie, jusqu'à ces domaines qui m'intéressent plus particulièrement ici, aujourd'hui, la géographie et la cartographie. Et comme le rappelait récemment le philosophe Jean-Marc Besse, les historiens de la cartographie sont désormais aussi face à des objets qui sont devenus opaques. Des objets auxquels la déconstruction en philosophie, la sociologie des sciences et les études postcoloniales ont fait perdre leur évidence. Et dans ce mouvement, la carte relève désormais d'approches pragmatiques qui viennent la rapporter non plus à son statut historique de représentation, mais à son rôle dans la pratique, dans l'action elle-même. C'est du moins ce que fait entendre le grec pragma dans pragmatique, qui signifie action. Donc dans le récent ouvrage collectif de Jean-Marc Besse et Gilles Tiberghien, les auteurs envisagent à ce titre la manière dont les cartes relèvent de ce qu'ils appellent des opérations, en s'appuyant sur la distinction faite par Deleuze et Guattari entre carte et calque. Donc ils disent les cartes ne sont pas des calques de la réalité territoriale, mais des performances et des expérimentations. Les cartes sont des actions, ou plus précisément des opérations
orientée vers les territoires ou à partir d'eux. Donc la carte est désormais une version, si on peut prendre cette fois un terme de Nelson Goodman, du territoire. Et on saisira donc les questions que la carte adresse impérieusement au design graphique qu'en observant, comme le suggère, si je reprends les termes d'Éric Massé, ce qui se trouve rabattu dans chacun de ces plis. Il nous faudrait déplier les cartes pour comprendre qu'elles ne sont pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Donc le pari de Beck incarne dans ce sens-là l'efficacité des déplacements. Le pari de Debord cristallise la nécessité d'une déambulation sans objectif rationnel. Et l'on peut pour chaque carte, chaque représentation de la ville, se demander quelle relation elle exprime et fait advenir. Mais cette définition de la carte comme une configuration visuelle de rapports sociaux ne nous fait-elle pas passer à côté de quelque chose ? Je viens de décrire un mouvement historique à la fin du XXe siècle qui a fait violemment basculer la carte d'un pôle à l'autre. Elle était envisagée comme une image fidèle, elle devient un signe versatile, elle était une simple représentation, elle devient un moyen d'action, elle était une illustration visuelle, elle devient une opération rhétorique, elle était inoffensive, elle devient un instrument de pouvoir. Voilà, en fait, d'un pôle à l'autre, la carte nous fait maintenant douter de ce territoire dont Jean Baudrillard et les postmodernes nous avaient dressé la caricature. Et en bon spectateur du film Matrix, des sœurs Wachowski, tourné en 1999, je suis bien évidemment séduit par ce désert du réel qui est décrit dans Matrix, dont Neo, le personnage principal, fait l'expérience. En gros, l'idée, c'est que nous sommes pris au piège de la représentation et que toute recherche d'une réalité objective ou première ne peut qu'être décevante. Donc je suis peut-être prêt à adhérer à l'antifondationalisme de Rorty, de Richard Rorty, que je citais tout à l'heure, ou à l'irréalisme de Nelson Goodman, mais peut-être moins au nihilisme de Baudrillard. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on doit considérer que toute l'activité de représentation n'est que vanité en abandonnant la carte au constructivisme social ? Dans une scène de Matrix, que je ne vous montrerai pas ici parce que... Si, je peux vous le montrer. Dans une scène de Matrix, Morpheus propose à Neo de choisir entre deux pilules. La pilule bleue, qui le replongera dans les illusions de la Matrix, donc film que vous avez peut-être déjà vu, ça va pas durer très longtemps, et donc la pilule rouge, d'un autre côté, qui lui ouvrira les yeux sur un réel désormais transformé en désert. Mais ce choix, en fait, n'en est pas vraiment un, car dans les deux cas, la carte est à jamais séparée du territoire, la représentation est à jamais séparée de ce qui est représenté. Et on reconduit là, en fait, la dichotomie ferme du sujet et de l'objet, qui est bien connue depuis l'allégorie de la caverne, imaginée depuis Platon. En fait, le contrepoint nous est donné dans un autre film, qui est cette fois... réalisé par Lars von Trier en 2003, Dogville, entièrement tourné sur un plateau noir sur lequel sont tracés et nommés les maisons et certains objets. Ici, la représentation se donne à voir comme une représentation, par un procédé sur lequel je reviendrai à la fin de ma communication, un procédé de distanciation. Donc, en fait, j'arrive ici à un point de mon raisonnement où je dois reprendre d'une certaine manière à nouveau frais l'opération cartographique elle-même, tout en restant fidèle au pragmatisme qui m'accompagne depuis le début. Donc les cartes sont bien des représentations, mais elles sont aussi des moyens d'action. Quelque chose s'y déroule qui n'est réductible ni au fait objectif que le modèle historique de la carte se proposait de nous livrer, ni aux valeurs subjectives dont la carte postmoderne est l'expression caricaturée. Nous devons donc refuser de choisir entre la pilule bleue du réalisme et la pilule rouge du relativisme. L'opération que je cherche à décrire réside peut-être dans l'objet même qui m'occupe depuis le début sous un autre nom, pardon, non pas la carte, mais plutôt le diagramme, que Ken Garland avait d'ailleurs vu dans le plan de Beck. Diagramme désigne en grec toute chose décrite par le dessin ou l'écriture,
Il est construit avec dia, voilà, à travers, et graphène, écrire mais aussi dessin. Et ici, le dia, que j'ai mis en italique, est assez fondamental parce qu'il désigne un passage d'une chose à une autre. Un passage qui s'apparente à une analogie, une soudaine mise en dialogue de deux choses distinctes. Dans la sémiotique persienne, la place du diagramme est claire. C'est une icône. Et les icônes sont pour Peirce des signes qui ont pour propriété de représenter leur objet par similarité. Comme l'ont relevé Umberto Eco et Mitchell, cette définition elle pose des problèmes assez difficilement surmontables, mais elle a l'avantage d'attirer notre attention sur l'opération dialogique qu'elle recouvre. Ainsi, Peirce comprenait dans la catégorie des icônes les images, les diagrammes et les métaphores, car ces trois signes entretiennent avec leur objet un rapport d'analogie. Rapport qui a, selon Peirce, la capacité de révéler une vérité inattendue. Ce sont ces mots. Mais finalement, comment le diagramme nous indique-t-il cette vérité inattendue et de quelle vérité parle-t-on? Donc on peut repartir de la carte pour tenter de comprendre ça. La carte qui, en fait, à l'époque où Vermeer peint cette toile, donc vers 1668, la carte a déjà commencé à s'affranchir du territoire géographique. Comme l'a bien fait remarquer Gilles Palsky, on sait par exemple que les usages allégoriques de la carte apparaissent dès la fin du XVe siècle et s'épanouissent à partir du XVIIe siècle dans le sillage de la célèbre carte de Tendre, publiée pour la première fois, dans la première partie de Clélie, Histoire romaine, en 1654. Donc les nombreuses cartes morales et allégoriques réalisées par la suite exploitent ces propriétés de la représentation et de la topique spatiale. L'existence est un voyage dans un espace figuré que la spatialisation permet de saisir de manière radicalement différente, de manière analogique. Quelque part, les pilules présentées à Néo sont peut-être qu'une nouvelle formulation de cette carte, enfin de ces choix existentiels. Mais pour revenir à ça, si on poursuivait cette histoire de l'extension du domaine des cartes, on constaterait certainement qu'elle s'établit sur la montée en puissance du modèle visuel dans la pensée occidentale. Et l'on verrait également que ce sont les aspects visuels qui ont fait de la carte, mais aussi du diagramme et du tableau, des alliés puissants dans la construction des connaissances et la pratique scientifique. C'est ce qu'a démontré l'anthropologie des sciences et des techniques dans le sillage des travaux de Bruno Latour et de son article programmatique de 1985, Les vues de l'esprit. Latour y raconte l'histoire de Jean-François de la Pérouse, qui est un officier dans la marine et explorateur, désigné par Louis XVI pour mener une expédition dans le Pacifique en 1785. La Pérouse aborde à Sakhaline, qui est l'une des îles au centre que vous voyez sur cette carte, et il demande à un Chinois de lui apprendre la géographie de l'île. Le Chinois lui fait un tracé dans le sable, mais il n'a aucune raison de le conserver. La Pérouse, lui, doit en faire un plan, il doit faire ce que Latour appelle un mobile immuable. Ce que veut dire Latour par là, c'est que les sciences modernes se sont construites non pas sur la découverte de lois universelles, mais grâce au développement de techniques d'inscription et de visualisation qui permettent de rendre des choses comparables entre elles, de les transporter et de les réagencer. Et pour la Pérouse, il s'agissait ni plus ni moins que de rapporter une île entière du Pacifique en Europe. Ainsi, Latour explique, je cite, que grâce à des inventions graphiques et géométriques, le quadrillage, le point de fuite, la projection de Mercator, l'eau forte, la forme des choses a survécu au déplacement continuel. Latour met dans cette catégorie toute forme visuelle, tout type d'inscription permettant de visualiser, de stabiliser des données, de les transporter et de les comparer, de les rendre compréhensibles par d'autres, de les faire exister indépendamment de celui qui les a organisées ou collectées. Les graphistes auront entre autres reconnu ici la perspective et l'imprimerie, qui sont peut-être des choses aussi qui se rapprochent presque pas mal de cette discipline. Latour poursuit ainsi, les inventions dans le graphisme sont capitales, non seulement parce qu'elles permettent d'accélérer la mobilité des images, d'accroître leur immutabilité ou d'amplifier leur recombinaison.
Alors un bon exemple de ces inventions dans le graphisme nous est fourni par Michael Florenfort Landgrens, qui est un mathématicien et astronome flamand au service du roi Philippe IV d'Espagne au milieu du XVIIe siècle. Landgren publie en 1644 un graphique que vous avez en bas de cette page. Voici le détail de ce graphique-là. Donc un graphique qui représente les écarts entre différentes mesures de longitude entre Tolède et Rome, faites par les astronomes et cartographes de son époque. Donc on a là plusieurs mesures, et il se trouve que la vraie mesure, la vraie longitude est 16 degrés 30 minutes. Mais pas parce que 16 degrés 30 minutes correspond à la réalité de l'écart entre les deux villes, mais parce que si l'on découpe la surface terrestre en 360 portions égales, alors l'écart fera 16 portions et demie. Donc le découpage en 360 degrés, c'est quelque part ce que la tour appellerait une boîte noire, pas parce qu'il est secret, mais parce qu'il représente en fait ce qui est tenu pour acquis dans la proposition de Landgren. Il rend possible la mesure, bien qu'il ne soit pas ce sur quoi porte celle-ci. De la même manière que, comme l'expliquait Wittgenstein, les mots rendent possible le langage, qui peut ainsi porter sur tout un tas d'autres choses. Donc la vérité n'est plus définie par la correspondance entre un énoncé et le réel, mais par des réseaux de propositions historiquement institués, consacrés par des procédures collectives. Et parcourir ces réseaux, c'est mobiliser finalement toute l'histoire des sciences et des techniques sans avoir à la réécrire. De la même manière, toute l'épaisseur de l'histoire du langage se trouve à chaque instant mobilisée dans chacune des phrases que je prononce. Voilà un autre diagramme qui est beaucoup plus récent, qui est aussi une manière d'associer des mesures, cette fois sur la conductivité thermique du cuivre, des mesures donc mesurées par plusieurs équipes scientifiques. Donc les diagrammes sont bien des manières de rendre autonomes des faits scientifiques qui sont pourtant construits. Ils permettent de traduire une observation dans un formalisme graphique, c'est-à-dire de ne garder du terrain qu'un registre de données dont la juxtaposition va pouvoir, comme le dit si bien Peirce, révéler quelque chose d'inattendu. Cette manière de décrire les choses semble bien permettre d'échapper au choix que nous demande de faire Morpheus. La carte n'est pas un territoire objectivé, c'est-à-dire rendu objectif, ni un territoire en lambeaux, déchiré par Baudrillard, mais un territoire motivé. Comme le disent Bess et Tiberghien, que j'ai cité tout à l'heure, donc ils disent la cartographie vient remotiver le territoire, lui donner de nouvelles configurations, en faisant apparaître de nouvelles relations, de nouvelles dimensions, de nouvelles formes, jusque-là invisibles, quoique présentes. Le simple fait que cette troisième option permette de progresser, de construire, plutôt que de nous immobiliser et de déconstruire, ce simple fait d'ailleurs la rend, à mon avis, préférable aux deux premières. Dans cette histoire que je brosse ici à grands traits, l'une des dernières annexions du territoire Descartes, donc de l'empire Descartes, est peut-être le champ des statistiques, dans lequel la visualisation de données que nous connaissons de nos jours vient trouver ses sources. Les premiers diagrammes statistiques de l'économiste écossais William Playfair apparaissent dans l'Angleterre de la Révolution industrielle, préoccupée par la quantification, par l'économie, par l'expansion démographique et les relations commerciales. Donc, publié en 1786, le Commercial and Political Atlas de Playfair présente les premiers exemples de représentation visuelle de données économiques. Donc un atlas, oui, mais désormais affranchi de la géographie, qui cède le pas à l'économie et plus tard aux autres positivités que va déployer la science du XIXe siècle. Seront ainsi représentés le temps et le mouvement, l'histoire, la démographie, autant de domaines auxquels sont associés encore les noms de Étienne Jules Marais, Minard, Charles-Joseph Minard, Michael J. Mulhall et bien d'autres. Bien sûr, en accompagnant le développement de la statistique comme science, ces nouveaux diagrammes vont également servir d'argument d'autorité et d'outil de légitimation. D'ailleurs, la statistique est bien à ses débuts une branche de l'économie politique. Le terme est forgé par un économiste allemand du XVIIIe siècle, Gottfried Arenwall, qui emprunte l'italien statista, qui veut dire homme d'État, pour désigner l'ensemble des connaissances que doit posséder un homme d'État. La statistique, c'est pour lui l'ensemble des connaissances que doit posséder un homme d'État.
Donc si l'empire de la carte s'étend à de nouveaux espaces explorés par les sociétés industrielles, statistiques, économie, histoire, cette étendue semble bien gagner en positivité et en objectivité, nous faisant retomber dans l'un des deux pôles que je souhaitais contourner. Et à l'apogée de cette approche quantitative, Otto Neurath, membre du Cercle de Vienne, n'est pas le moindre des partisans de l'établissement d'une science et de systèmes de représentation positifs. Comme il n'est pas non plus étranger à l'instauration d'une culture moderne de la représentation graphique qui semble bien s'être construite sur la séparation des faits et des valeurs. Mais ici encore, les différents travaux en anthropologie des sciences, je citais Bruno Latour, mais on devrait aussi citer Lauren Daston et Peter Gallison. Donc tous ces différents travaux peuvent nous aider, je pense, à repenser cette séparation dans d'autres termes. C'est-à-dire à comprendre que la force de la représentation ne réside pas dans ce qu'elle nous permettrait un accès direct à un référent stable, donc ça c'est le point de vue réaliste, pas plus qu'elle nous éloignerait à jamais d'un référent hypothétique, ça c'est le point de vue relativiste. Sa force réside au contraire, comme j'ai essayé de le montrer aujourd'hui, dans la série des médiations qu'elle permet de parcourir. Sa force réside quelque part dans un travail de traduction. N'y a-t-il pas là, pour la visualisation de données, un moyen de se soustraire aux ambitions modernistes annoncées au XIXe siècle par le tournant quantitatif? Que peut retenir le design des données comme pratique de la médiation des images scientifiques telle qu'elle est décrite par l'anthropologie des sciences? Comment faire pour échapper à la condamnation de principe de ces images en évitant le fétichisme des uns? Donc l'image est un morceau de réel que nous voyons en prenant la pilule bleue, et l'iconoclasme des autres. L'image est suspecte et c'est la pilule rouge qui va nous donner accès à ce qu'elle cache. Donc si les opérations cartographiques que j'ai commencé à décrire aujourd'hui montrent que les diagrammes de Neurath ne sont peut-être pas ce qu'il prétend qu'ils sont, c'est-à-dire des représentations sans point de vue, il n'y a peut-être pas besoin de chercher très loin notre chemin. En fait, la voie nous est paradoxalement indiquée par Neurath lui-même sous la forme de ce terme terriblement suggestif qui lui servait à décrire l'activité de ce que nous appelons actuellement un designer, donc le transformateur. Et si on relit la description faite par Mary Neurath du transformateur, on comprend que celui-ci construit son objet, qui est donc tout sauf un objet neutre, sans point de vue. Une lecture constructiviste des diagrammes nous plonge au cœur de l'activité de transformation dont ils sont le produit. Construite par cette figure du transformateur, la visualisation de données hérite des qualités des mobiles immuables évoquées par Latour. Elle est une modélisation, une abstraction. Elle est dessinée dans un formalisme qui la rend compréhensible par autrui. Elle est transportable dans le temps et dans l'espace. Enfin, elle rend visible des analogies, des rapports nouveaux que la juxtaposition et la spatialisation permettent de faire apparaître. Décrite ainsi, la visualisation de données revêt bon nombre de qualités qui peuvent concourir à définir l'activité scientifique elle-même. Elle nous donne une bonne idée de ce que Jacques Bertin entendait par œil du peintre, qui a été évoqué la semaine dernière au cours de cette journée d'études passionnantes sur Jacques Bertin. Bertin, il décrivait le peintre comme celui qui pose une touche et qui en même temps regarde tout ce qu'il y a autour. Donc l'œil du peintre, comme l'œil du scientifique, est bien sensible aux relations, mais aussi celle qui se déploie dans cette autre figure que Peirce rangeait aux côtés du diagramme et de l'image dans la catégorie des icônes, à savoir la métaphore. J'ai commencé ma communication par une métaphore, j'ai parlé du designer en cartographe, et il est peut-être, il est à présent temps pour conclure de déplier, aux côtés des différentes cartes que j'ai ouvertes ici depuis le début, cette métaphore. De nos jours, nous l'avons vu, le rôle de la carte n'est plus topographique, mais psychologique, cognitif, symbolique, etc. En un mot, la carte est devenue une métaphore, et ces cartographes sont finalement les designers, quelque part, qui empruntent ce mode de visualisation pour représenter toutes sortes de choses. Or, l'opération métaphorique elle-même a partie liée avec le déplacement. Depuis maintenant quelques minutes, nous nous sommes déplacés. Nous sommes partis du Londres des années 1930 pour aller dans le Paris des années 1950. J'ai moi-même emprunté ce moyen de transport, ce moyen de déplacement qu'est la métaphore.
Métaphore vient du grec métaphora, transport. D'ailleurs, en Grèce, on utilise encore ce terme pour parler de transport. Et dans sa poétique, Aristote avait défini la métaphore comme le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Transport ou du genre à l'espèce, ou de l'espèce au genre, ou de l'espèce à l'espèce, ou d'après le rapport d'analogie. Et finalement, la meilleure métaphore pour évoquer la métaphore est peut-être encore celle que Derrida, dans une conférence donnée à Genève en 1978, proposait. Il disait, je cite, Métaphora circule dans la cité. Elle nous véhicule comme ses habitants selon toutes sortes de trajets, avec carrefour, feux rouges, sens interdit, intersection ou croisement, limitation et prescription de vitesse. De ce véhicule, nous sommes d'une certaine façon, métaphorique bien sûr, et sur le mode de l'habitation, le contenu et la teneur. Passager, compris et déplacé par la métaphore. Fin de citation. Donc si nous prenons ce bus avec Derrida, si nous empruntons cette métaphore de la carte, essayons d'imaginer un instant la figure du designer en cartographe et tentons de décrire son travail dans cette perspective. Le designer en cartographe conçoit des signes et des ensembles de signes qui permettent de s'orienter dans un espace symbolique. Le design ne réside ni dans la carte, ni dans le territoire, mais dans la série des traductions et des transformations qu'il instaure. Non pas pour mieux représenter le second par le premier, mais pour associer intimement le dessin et le dessin, la forme et le sens. C'est la relation entre l'institution et l'identité visuelle qui la représente, entre la pensée d'un auteur et le texte mis en page, entre le personnage politique et sa représentation. La logique du design graphique est une logique de l'écart, du transport, de la distance. Il nous déplace par l'image de métaphore en métaphore. De la même manière que la carte n'est jamais la vérité ni le simulacre d'un territoire, l'affiche n'est jamais la réalité de l'événement qu'elle annonce, ni sa représentation imaginaire. Elle fait partie de l'événement lui-même, qu'elle prolonge et contribue ainsi à transformer. Donc si la carte nous oriente, il faut aussi s'autoriser de penser qu'elle nous déplace. Elle nous fait prendre un chemin plutôt qu'un autre, nous conduisant à acheter, jouer, échanger, circuler, voyager. La carte associe représentation et performativité des images. Support d'une représentation, elle est aussi impliquée dans la pratique. Son efficacité performative réside autant dans ses formes graphiques que dans l'environnement dans lequel elle se présente et dans la croyance dont elle est investie. Borges avait bien décrit dans sa célèbre fable de la rigueur de la science une carte de l'Empire qui avait le format de l'Empire. C'est d'ailleurs à cette fable que Baudrillard faisait référence, que j'évoquais tout à l'heure, en dépeignant l'image inverse, c'est-à-dire l'image d'un territoire en lambeaux sur une carte qui lui préexisterait. Mais notre situation visuelle n'est peut-être pas réduite à ce graphisme à échelle 1. Bien au contraire, l'intelligence du designer en cartographe réside peut-être dans sa capacité à faire advenir de nouvelles relations, à construire, par l'analogie et la métaphore, de nouvelles connaissances, tout en tirant parti du processus de représentation. Cette opération que j'essaye de décrire au mieux depuis tout à l'heure, et qui s'illustre dans la carte de Dogville plutôt que dans les méandres de Matrix, cette opération n'est pas sans rappeler la distanciation brechtienne comme manière de politiser le lecteur, spectateur, observateur, en contribuant à développer son esprit critique. À l'occasion d'une conférence récente, et c'était pendant la journée d'études que j'évoquais tout à l'heure sur Bertin, donc Joss Grottens disait, donc pendant cette journée, à propos de la conception de la carte, il disait vous devez en montrer l'artificialité, vous devez montrer le fait qu'elle est construite. Et peut-être que finalement, en repartant de ça, un design intelligent serait un design qui montre non seulement des relations, mais qui montrerait aussi les conditions selon lesquelles celles-ci s'établissent, les offrant ainsi à la critique collective. Et je vais m'arrêter là. Merci.